Alors, je voulais revenir sur une autre affaire, parce qu'on a la chance de vous avoir autant parlé, toujours dans le cas des sources ouvertes, parce que je la trouve extraordinaire. Alors, il y a le MH17, c'est militaire, mais il y en a une que j'adore, qu'a développé Bellingcat, c'est l'affaire Skripal, où on a réussi à montrer et à donner les noms des deux agents soviétiques qui avaient été chargés de faire la mission. Ça, je trouve ça extraordinaire, puisque au départ, je vous rappelle l'affaire Skripal pour ceux qui l'ont oublié, un agent anglo-américain, enfin russe, qui travaillait pour les Américains, qui a été pris en Russie, pris en flagrant délit d'espionnage pour un pays étranger, donc l'Amérique et l'Angleterre. Skripal a été arrêté bien sûr par les Russes et a été échangé dans une grande opération d'échange d'espions comme ça se fait classiquement. Et il a été envoyé en Angleterre pendant que les Russes récupéraient 5 personnes aux États-Unis qui faisaient de l'espionnage depuis longtemps, des clandestins. Hein. Donc il y a eu un échange, tout à fait comme ça, classique, et c'est très bien. Skripal a donc pu être libéré et est venu en Angleterre. Problème, c'est que d'après ce qu'on sait maintenant, Skripal a continué à donner des noms d'espions soviétiques qu'il avait connus dans son métier, parce qu'il était lui-même dans les services soviétiques, russes, pardon. Il a donné des noms, ce qui fait que pour les Russes, c'est devenu insupportable. Conclusion, ce qui est inadmissible évidemment, il décide de faire une mission et de tuer, il n'y a pas d'autre terme, d'assassiner Skripal en Angleterre. Jusque-là, c'est une histoire de service secret. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Ce qui est extraordinaire, c'est que Bellingcat, qui est un site, je crois que vous pourrez nous en parler un petit peu, Bellingcat va faire une recherche avec tous les moyens que vous évoquiez, tous les réseaux d'information, tout ça, et ils vont arriver à trouver non seulement à identifier les 2 personnes qui ont fait le coup, ils vont arriver à avoir des films sur eux, extraordinaires, même en Angleterre, et ensuite ils vont même arriver à avoir leur nom, ce qui fait que toute l'histoire est démontée. C'est extraordinaire, c'est la première fois où on a eu vraiment toute une histoire faite démontée comme ça, qui prouvait qu'elle était vraie, parce qu'il n'y avait pas le moindre doute là-dessus. Donc ça, je trouve ça nous montre ce que peut être l'utilisation des sources ouvertes dans le monde actuel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et je pense que ça fait réfléchir beaucoup de pays, parce qu'on hésite toujours ensuite à faire de mauvais coups quand on se rend compte qu'on peut être mis aux yeux de tout le monde comme étant le coupable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez bien l'affaire. Tout à fait, moins que vous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un pays comme la Grande-Bretagne qui est totalement ouvert, et donc là, les webcams, même les vidéos de vidéoprotection qui sont dans la rue, vous et moi, on pourrait les regarder en espérant voir un crime, mais si on le repère, on peut même toucher une prime dans certains cas. Donc tout est réellement ouvert. Donc ils ont vu passer effectivement ces 2 personnes, ils ont pu remonter pour voir d'où est-ce qu'elles venaient, ils ont pu identifier où est-ce qu'elles habitaient, ils ont pu justement retrouver ensuite leur numéro de permis de conduire. Et alors, ils ont identifié ces 2 personnes-là, mais derrière, de fil en aiguille, ils ont découvert qu'il y avait des centaines de voitures qui étaient immatriculées à cette même adresse. Et donc ils ont découvert des centaines d'espions russes qui étaient passés sur le territoire anglais, juste grâce à ça. Mais encore une fois, c'est fascinant quand on y parle, quand on voit la puissance que ça peut avoir. Et comment les Russes n'ont pas pensé qu'en immatriculant 150 véhicules au même endroit, ça ne se verrait pas quand on en attrape 2. Oui, mais je pense que malheureusement, pour eux, les Russes, c'est regrettable parce qu'ils se sont fait prendre, mais je pense qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir pris ce genre de risque, parce que personne n'avait conscience, à l'époque, personne n'avait conscience des possibilités actuelles. Et dans ce que vous dites sur l'Angleterre qui, justement, permet alors d'avoir un accès à la quantité de sources considérées comme ouvertes, là, il y a le problème on peut le comparer par rapport à la France, où nos lois et nos règlements empêchent l'accès à un certain nombre de ces sources, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile chez nous d'aller chercher la vérité, en tout cas pour des gens qui ne sont pas de l'organisation du système. C'est beaucoup plus difficile chez nous que, par exemple, en Angleterre, ou aussi qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus les mêmes possibilités. C'est vrai. Alors, mais il y a aussi des choses qui permettent de contourner ces difficultés. Je me souviens d'un cas dans lequel il y avait eu des soldats de sentinelle qui avaient été volontairement renversés par une voiture et dans lequel le témoin avait noté juste l'immatriculation de la voiture mais n'avait pas regardé ce que c'était comme véhicule. Et vous avez des sites comme Oscaro, des choses comme ça, dans lesquels en mettant votre immatriculation, ça vous dit quelle voiture vous avez et donc pour acheter des pièces détachées qui vont bien. Et donc ça nous avait dit quel type de véhicule c'était,
donc sa couleur. On avait toutes les informations pour pouvoir aussi fournir ces données-là aux forces de police sur le terrain. Mais du coup, faire perdre un badge dans une zone sécurisée à quelqu'un parce qu'il utilise la même photo de profil quand il émet qui dit très clairement qu'il veut égorger des gens, et puis qu'à côté de ça, il met le même badge pour accéder par exemple à l'aéroport de Marseille, je me souviens d'un cas très précis, ça, il faut avoir aussi du monde qui est capable de reconnaître, on parlait tout à l'heure de cette photo, reverse engineering des photos, on met la photo en ligne de la personne qui utilise en photo de profil, c'était un petit chat, cette même photo est utilisée sur un profil, et donc on peut retrouver la personne, remonter et prouver effectivement que cette personne était un islamiste avéré qui avait obtenu un badge et on l'a fait sauter. Donc cette collaboration qui est maintenant officielle entre des communautés open source et certains services de l'État, elle est extraordinaire. Aux États-Unis, vous en parlez, c'est tellement abouti qu'on en arrive même à avoir des communautés, 4chan, etc., qui arrivent à identifier même des cibles d'intérêt militaire. Et même les Russes auraient utilisé les forums américains pour désigner du ciblage qu'ils avaient fait en Syrie. Et à l'inverse, il y a tellement une transparence dans les données que vous avez même l'État islamique qui aurait utilisé les photos qu'on avait sur Google Earth, qui sont disponibles partout, pour définir où était la cantine, pour pouvoir tirer au mortier sur la cantine américaine, de mémoire en 2005 en Irak. Je crois que pour tout le monde, on se rend compte de les énormes possibilités que représente l'exploitation des sources ouvertes, dans tout ce qu'on vient de dire, mais avec un problème, c'est que l'exploitation, comme vous le mentionnez, l'exploitation des sources ouvertes, d'un côté, nous donne un champ d'opportunités formidable pour identifier, pour avancer, pour comprendre, ça c'est parfait. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi qu'elle soit exploitée par des voyous, des organisations criminelles ou des ennemis en tous ordres, des mafieux ou autres? Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas le risque à ce moment-là de se retrouver avec des gens qui vont être beaucoup plus performants, à part l'utilisation des sources ouvertes, dont ils vont bénéficier parce qu'ils savent infiltrer ces organisations, ces clubs, ces regroupements, je dirais, qui sont partout. Je pense que vous en parleriez plus que nous tous réunis. Mais il y a un vrai problème. Allez-y. Typiquement, l'arnaque au président. Plus on connaît d'informations sur le fonctionnement d'une entreprise, ne serait-ce qu'avec LinkedIn, on sait que les Chinois s'intéressent beaucoup à LinkedIn, à regarder, à créer des organigrammes. Plus on connaît la voix, plus on pourrait par exemple appeler un salarié en ayant des voix synthétiques pour demander de réaliser un certain nombre d'actions. Ça s'est déjà vu aujourd'hui. Donc on peut attaquer plus facilement des organismes quand on sait énormément d'informations sur eux. Mais je suis plus spécialisé sur les dimensions aériennes et militaires, mais même le fonctionnement de l'armée, même les programmes secrets. Juste sur Google Earth, on a réussi à prouver, par exemple, que l'armée turque était déployée contre l'Arménie, alors qu'elle avait dit qu'elle ne le faisait pas. On a pu prouver qu'il y avait des drones qui étaient déployés, des drones iraniens qui avaient été vendus à certains pays d'Afrique. On a pu prouver la vente de matériel militaire. Donc aujourd'hui, cacher des éléments, alors que tout est disponible sur Internet, est devenu de plus en plus difficile. C'est utile pour les associations de protection des droits de l'homme, pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre la pédophilie. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et c'est évidemment utilisable de la même manière par les criminels. Plus les criminels peuvent être capables de définir à quelle heure va passer le convoi de transport d'argent, c'est clair. Il suffit de regarder une webcam tous les jours, on voit à quelle heure la Brinks passe. Et ça, c'est un vrai problème. Exactement. Je venais de dire, pour moi, si vous prenez un exemple qui est très, je pense, très clair pour tout le monde, parce que quand vous connaissez le circuit de récupération, par exemple, de l'argent ou de distribution de l'argent d'un fourgon blindé, parce que vous avez récupéré tout l'itinéraire, après, c'est facile de choisir l'endroit le plus efficace pour pouvoir l'attaquer. On est aujourd'hui, et vous évoquiez, là je peux ajouter sur ce que vous disiez, dans l'histoire de l'escroquerie au président, vous savez, l'escroquerie au président, pour la résumer, c'est un appel téléphonique en général, c'est téléphonique au directeur financier d'une société, le vendredi soir à 6 heures, et qui lui dit il faut virer sur le champ tant de millions d'euros, ou tant de centaines de milliers d'euros, à tel compte, à l'étranger bien sûr, dans le cadre de l'affaire secrète dont je m'occupe et vous savez bien. Bon. Que fait le directeur financier, lui? D'abord, il ne sait pas qu'il y a une affaire secrète, il reçoit l'instruction de son président, et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Donc, il va essayer de faire le virement. Et il va le faire. Et puis, quand le lundi, il va voir son président en lui disant « Vous savez, c'est formidable, on a eu du mal, mais
Hein, vendredi, on a réussi à virer l'argent. L'autre va tomber de sa chaise en disant mais quel argent et pourquoi? En réalité, ils se sont fait avoir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, c'est les Américains de Gartner qui ont fait une étude là-dessus, on s'aperçoit que les mafieux, les groupes criminels, en réalité, restent à peu près 210 jours dans l'entreprise, dans les circuits de l'entreprise, sans se faire repérer, c'est ce que vous disiez, pour tout regarder. C'est-à-dire qu'ils savent tout. Ils savent comment s'expriment les gens, comment on échange des mails, les indicatifs, les numéros, ils connaissent les programmes de travail. Quand ils attaquent le vendredi soir, évidemment, le président, il n'est pas là. Ils savent que cette semaine-là, le président, sa secrétaire et autres sont partis à midi. Et qu'à ce moment-là, personne ne pourra répondre à la question « Monsieur, est-ce qu'il faut faire le virement ?» Donc, on voit qu'on arrive aujourd'hui. Et donc, ils ont parfaitement compris, eux aussi, comment on... Et donc, il va falloir qu'on apprenne... Ça, c'est passionnant, parce que pour les services de l'État, il va falloir qu'on apprenne à se défendre, et les citoyens aussi d'ailleurs, hein, il va falloir qu'on apprenne à se défendre par rapport à une évolution qui nous pose de vrais problèmes de fond. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, il y avait des criminels, parce que là on parle de l'arnaque téléphonique, il y a des criminels qui ont réussi à se faire passer pour le ministre des Affaires étrangères, et qui avaient appelé un homologue africain. Et en Afrique, il lui avait dit, alors voilà, on a des terroristes qui ont enlevé des ressortissants, il faudrait qu'on verse de l'argent sur tel compte en banque, mais nous, on ne peut pas le faire, on a la France. Merci de le faire de votre côté. Et ils avaient réellement réussi à récupérer des millions d'euros de la part d'un vrai gouvernement africain, parce qu'ils s'étaient fait passer, mais là, c'était en webcam, ils avaient trouvé un sosie. Pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de dire, les sources ouvertes, c'est quelque chose qui a pris une ampleur incroyable avec le numérique. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, on avait des informations, mais ce n'était pas du tout au même niveau, qui nous donne des champs de potentialité extraordinaires, là-dessus, il n'y a pas photo, mais d'un autre côté aussi, il y a un certain nombre de risques qui se posent derrière, parce que ça peut être récupéré par les uns ou par les autres. Et j'ai un troisième volet que je pense qui est aussi, sur lequel il faut réfléchir, c'est que, en France en particulier, c'est que nous sommes dans un pays qui est en définitive très à cheval sur un certain nombre de règles au niveau des libertés, de la protection des données et ainsi de suite. Mais on s'aperçoit que nous sommes un peu isolés par rapport à une évolution mondiale dans laquelle, que ce soit chez les anglo-saxons, que ce soit chez les Chinois ou chez les Russes d'ailleurs, hein, partout ailleurs, ces données sont de plus en plus exploitées par tout le monde. Hein, et donc on est dans un... Nous-mêmes, il va falloir qu'on se pose de vraies questions pour le futur, parce que est-ce qu'on pourra rester éternellement avec une position qui est très en retrait par rapport à celle qu'on a partout, même si cette position, alors là c'est grâce, parce que nous sommes dans un domaine plus militaire, je dirais, donc où là l'État laisse faire, et ce que vous faites, c'est-à-dire faire de la recherche de sources ouvertes dans des situations comme celle de l'Ukraine dont tout le monde parlait aujourd'hui. Mais il y a cette question, on se protège de l'État, on ne veut pas que l'État collecte énormément de données sur nous. Par contre, on a plutôt tendance à trouver ça normal quand Google sait absolument tout de notre situation de famille, santé. Ils savent absolument tout et ils nous fournissent des publicités qui sont adaptées. Et là, le risque, c'est qu'on appartienne à Google à la fin. Et ça, c'est vraiment une autre question de l'OSINT. L'OSINT au profit de la population, par la population, c'est génial. Mais l'OSINT au profit d'entreprises qui sont en plus pas nationales, qui ont leurs données qui sont hébergées n'importe où, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont en faire, ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y aura une solution là-dedans? Ça, c'est vraiment une vraie question. Peut-être un débat entier sur cette question. Que là, vous êtes une première conclusion. C'est vraiment là. Vous venez de faire la conclusion de notre débat d'aujourd'hui. Mais comme vous le disiez, ça peut justifier d'autres analyses et d'autres débats dans le futur, parce que on voit bien que là, nous sommes au cœur d'une évolution qui est fondamentale. Eh bien écoutez, alors vraiment moi j'ai découvert des choses, j'ai appris énormément de choses, c'est passionnant. Et je donne rendez-vous à l'ensemble des téléspectateurs pour voir toute cette émission du début jusqu'à la fin sur openboxtv.fr. Merci et à bientôt. Vous pouvez retrouver Openbox TV et nos émissions sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et vous y trouverez des informations exclusives et des événements à venir qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous intéresser. Merci et à bientôt.